m'écouter, je ne sais pas. Si, on t'entend, mais on ne te voit pas. Mais bon, c'est peut-être. Oui, je vois. Je vais OK. allumer la caméra. Voilà. Voilà. OK. C'est parti? C'est parti. Ouais, maintenant. Voilà. OK. D'accord. Mm. Parce que là, je ne suis plus sur mon ordinateur, mais sur mon petit portable. OK. Mhm. C'est bon. On peut commencer, Michel, maintenant, alors. Oui, d'accord. Bien, ben, merci pour l'opportunité qui m'a été donnée de parler de mon petit Togo. Évidemment, le contexte international aujourd'hui appelle à un certain nombre de réflexions que nous avons commencé tout à l'heure. Alors, pour le cas du Togo, qui devient peut-être un pays exceptionnel en Afrique au sud-Sahara, parce que ouvrant la voie à une nouvelle situation. Et pour comprendre cette situation, il faut peut-être établir le contexte. Vous savez que le Togo, depuis les années 90, la conférence nationale, le pouvoir l'ancien pouvoir est toujours en place après l'épisode de 94 où l'opposition a gagné des élections, a formé un gouvernement. Donc, on est encore revenu à la situation. Et en 2005, le chef de l'État, Gnassingbé Yadema, décédé. Son fils a pris la relève et les bouleversements qui ont eu lieu fait que, bon, il devait faire 2 mandats, mais ça n'a jamais eu lieu réellement puisqu'il a fini ses 2 mandats. Il a fini donc encore 2 mandats en plus et brutalement en 2024, rebelote une nouvelle situation. Alors depuis 2024, le Togo a connu le tournoi historique majeur avec l'adoption d'une nouvelle constitution qui marque le passage de la quatrième République à la cinquième République. Et cette réforme, vous le voyez bien, transforme radicalement la structure du pouvoir en faisant passer le pays d'un régime semi-présidentiel à un régime parlementaire. Ce qui veut dire qu'une clé majeure des élections a été supprimée. Il n'y a plus d'élections présidentielles à proprement dit. Donc, le changement de régime politique a été fait promulguer le 6 mai 2024 par le président Faure Gnassingbé, fils donc de Yadema Gnassingbé, met fin au suffrage universel direct pour le chef de l'État. Et la nouvelle constitution reconnaît un président de la République, mais qui est donc honoraire et il ne représente pas grand-chose. Il a un pouvoir juste de représentation et le vrai pouvoir appartient au président du Conseil. Et ce président du Conseil, c'est un personnage tout nouveau dans le plan institutionnel. Il ne sera pas élu par le peuple, donc il n'y a plus d'élection présidentielle pour lui. Il est le représentant du pouvoir du parti majoritaire ou bien de la coalition des partis majoritaires. Évidemment, le cas qui est celui du Togo, le parti majoritaire depuis toujours, c'est le parti RPT qui est transformé entre autres en UNIR, qui bénéficie toujours des rouages, des structures du parti unique des années 70-80 et qui continue à travers différentes élections d'avoir la majorité. Et la dernière élection législative a donné sur 113 candidats et postes, 108 au parti donc majoritaire, le parti donc de Gnassingbé, et ce qui veut dire que la mise en place des institutions crée de nouvelles institutions, notamment le Sénat. Donc, il y a eu l'élection sénatoriale, il y a eu également l'élection du nouveau Parlement. Et ce Parlement est dominé 108 sur 113. Et pour le conseil, pour l'élection de la deuxième chambre, évidemment, les choses sont mises en place au point que une partie donc des sénateurs sont choisis directement par le président du conseil. C'est lui qui les choisit.
et une partie est élue parmi les parlementaires, les maires et autres. Et là aussi, nous avons donc un Parlement totalement acquis au pouvoir. Alors, qui est le président de la République? C'est ce Parlement, le Sénat, plus le Parlement qui s'est réuni pour élire le président de la République, ce qui veut dire que l'Assemblée nationale, ses députés renouvelés à 108 sur 113 et le Sénat qui est mis en place. Donc, c'est eux qui choisissent le chef de l'État. Et quand on choisit le président de la République, c'est un personnage qu'on a choisi et tel que les choses se sont passées, même les députés ne savaient pas, au moins ils sont dans la salle, qui sera choisi. Et c'est comme ça que la proposition est arrivée. On a choisi un personnage plus ou moins effacé, qui a eu donc un passé historique, bien sûr, dans les partis d'opposition, mais qui est assez effacé d'un certain âge et qui n'est pas capable de prendre une décision, hein, aucune décision. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a eu des innovations. La nouvelle loi fondamentale a introduit donc le Conseil de l'État, juridiction nouvelle qui devait en principe renforcer l'appareil judiciaire. Il y a eu également la création d'une haute autorité de transparence qui est destinée à la lutte contre la corruption et à l'intégrité de la vie politique. Mais là aussi, on attend de voir quels seront les résultats. Il y a également l'inscription d'une déclaration solennelle des droits et devoirs des citoyens directement dans le texte constitutionnel. Donc, le Togo est en passe de créer une nouvelle situation. Et nous disons qu'ils sont dans le même cas que la Guinée-Bissau, mais en Guinée-Bissau, la situation s'est renversée puisque Ambalo a été emporté par un coup d'État. Mais au Togo, la situation demeure. Et concrètement, tout est parti pour 6 ans, puisqu'on vient de renouveler le Parlement. On vient de renouveler également les représentants donc, des maires. On a créé maintenant des postes de gouverneurs. Et tout cela est aux mains donc, du parti. Ce qui veut dire que clairement, l'opposition aujourd'hui, c'est une opposition tout à fait divisée, perdue, parce que évidemment, il y a une lutte de leadership telle que cette opposition n'arrive pas à faire l'unanimité pour se réunir et avoir une position claire lui permettant d'avoir accès au pouvoir. Donc, on est rentré dans un cycle du nouveau parti unique. Évidemment, les élections vont permettre d'avaliser, mais quel type d'élection? Et là où la question se pose. Et puis, un des problèmes majeurs anciens qui n'a pas été relevé, c'est le problème du corps électoral, puisque la loi électorale ne permet pas une représentation effective de toutes les couches. On a des milieux favorables à l'opposition où, malgré le de députés, le nombre de que qu'on donne aux élections pour choisir un chef de l'État ou pour choisir donc, Michel, excuse-moi, représentants au niveau des... Commence par... Tu ouais, m'écoutes? excuse-moi, on t'entend un peu mal. Faut couper la Peut-être, vidéo. ouais, il vaut mieux si tu coupes la vidéo. Comment on va faire là? Je coupe la vidéo. Essaye parce que là, ça coupe le Donc, son je vais et on a du essayer. mal à comprendre ce que tu dis. On a perdu les derniers 3 minutes de ce que tu disais. Enfin, 2, 3 minutes.
Mon technicien est parti alors. Ça me fait. Bon, je vais essayer de couper la vidéo. D'accord. C'est bon? J'ai coupé la vidéo là. C'est bon, oui, oui. Oui, c'est bon. C'est C'est mieux. à partir D'accord. de, à partir du nouveau Sénat, des nouvelles institutions qu'on n'entendait plus. D'accord. Allô? Alors, je Voilà. disais que depuis, oui. Alors, depuis le début donc du mois de décembre, hein, nous avons un nouveau président, un nouveau gouvernement qui a tardé à être mis en place. Il a fallu 6 mois pour mettre le gouvernement en place. Et on a un chef de l'État qui alimente les chrysanthèmes. Bon, il lui est arrivé de recevoir l'aide d'accréditation de nouveaux ambassadeurs, mais on ne le sent pas réellement puisqu'il n'a aucun pouvoir réel. Et d'ailleurs, de palais présidentiel, il n'en occupe pas, puisque tous les pouvoirs sont revenus au président du conseil qui administre tout, qui nomme au poste. Alors, conclusion de tout ça, c'est que les élections présidentielles, ça c'est exclu, il n'y en a plus. Les seules élections possibles, c'est l'élection donc des sénateurs, l'élection des parlementaires, et c'est à eux maintenant de se regrouper pour choisir le président de le président du conseil. Et le président du conseil, bien évidemment, aujourd'hui, c'est le président, donc l'ancien président de la République qui est devenu le président du conseil. Mais ce qu'on peut remarquer ou lire à travers ceci, l'opposition dit que les nouvelles institutions ou bien la nouvelle constitution c'est pour me permettre au président Faure Gnassingbé de demeurer au pouvoir puisqu'il a fait, il devait faire 10 ans, mais il a déjà fait 20 ans. Alors pour continuer son pouvoir, on a mis en place un nouveau système qui fait que il n'y a plus d'élection présidentielle et ad vitam aeternam, s'il est là, il sera toujours président du conseil puisque nous sommes maintenant rentrés pratiquement dans un système ancien de parti unique. L'opposition est décimée totalement, elle n'existe plus. Le corps électoral n'est pas réellement représentatif puisque les découpages électoraux est tel que nous avons toujours l'avantage des milieux ruraux sur les milieux urbains qui sont plus frondeurs et évidemment le boulevard est ouvert et si rien ne change, donc nous en resterions là, il n'y aura plus d'élection présidentielle, donc il n'y aura pas de changement et c'est comme un régime unique qui se poursuit. Alors, qu'est-ce qu'il faut garder donc de cette situation? Il faut dire que tel que ça se passe, la démocratie est en cause, les institutions d'équilibre du pouvoir n'existent pas et toute velléité d'opposition donc est mise à mal puisqu'il y a encore les emprisonnements qui reviennent, il y a des dénonciations, la justice est restée au pas, donc les institutions sont totalement galvaudées. Et cet exemple, malheureusement, est suivi par beaucoup de pays qui ont déjà des préoccupations pour changer leur constitution. Le Bénin qui fait office donc de modèle dans la région et semble également vouloir changer les choses dans le sens du Togo où le chef de l'État a son dauphin, mais un dauphin qui laissera une bonne partie donc, du pouvoir au chef de l'État partant qui va rester encore là, présent sur l'échiquier, puisque d'office, il est membre du Sénat. Au Togo, évidemment, la nouvelle constitution permet au chef de l'État, si jamais il n'est plus président du Conseil, d'être membre permanent donc du Sénat, ce qui exclut toute forme de contrôle du système et de redevance donc à compte de redevance par rapport aux actes que les uns et les autres aurions posés pendant la législature. Voilà un peu hein, la situation particulière que le Togo a inaugurée et avec la fin donc, des élections présidentielles. Voilà, et si vous avez des questions d'éclaircissement, moi je suis prêt à vous OK. donner. Je suis un peu malade, je ne sais pas si vous le savez, j'ai mon bras immobilisé, donc ce qui me limite mes actions.
Ok. Ben, non, on ne savait pas, mais écoute, bonne guérison. C'est ça nos souhaits, nos vœux 2026. Ça, c'est le premier pour toi, quoi. Voilà. Alors, on va procéder de deux manières. D'abord, des questions d'éclaircissement, si vous en avez. Et puis après, on va revenir confronter ça à notre modèle. Alors. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de quelques éclaircissements? Surtout qu'on a eu 5 minutes là où on avait du mal. Ouais. Mais avant, alors, j'aimerais comprendre, hein, parce qu'à un moment, moi, j'arrivais plus à suivre. Donc, le président du conseil, c'est Faure, maintenant, c'est ça, Oui, qui était l'ancien oui, président, qui était l'ancien président. président, Ok, c'est ça. qui a déjà fait 20 ans, Oui, oui. donc 4 mandats. D'accord, ok. Est-ce que vous avez des besoins d'éclaircissement? Oui. Euh, Est-ce qu'il entend? Il faut peut-être venir ici, hein, parce qu'avec ça, en fait, on aurait pu. Mais c'est pas grave. Ouais, allez-y. Je voudrais savoir s'il y a eu une élection. Déjà, moi, j'ai du mal à vous entendre. Tu entends là, Je Michel? n'entends pas. Oui, Non, non, pas du tout. oui, voilà. Je voudrais savoir s'il y a eu une élection avant le changement de régime ou si ça s'est fait avant ou après. Tu as entendu? Oui, il y a eu un semblant de... Donc, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de référendum. C'est le Parlement qui s'est réuni nuitamment, hein, l'Assemblée nationale qui s'est réunie nuitamment et a proposé une nouvelle constitution. Et cette nouvelle constitution a été attaquée par la société civile et la reproche qui a été faite, effectivement, c'est tout est fait pour maintenir le chef de l'État. Et entre-temps, qui a impulsé cette réforme? On parle de notre ami du RFI, Alain Foucault, et son équipe qui sont venus s'installer au Togo, qui proposait une série de changements, de transformations constitutionnelles pour les pays africains. Et le Togo a été un peu le modèle en ce sens. Et c'est notamment, il n'y a pas eu effectivement de référendum, mais c'est une constitution qui a été imposée, construite sur mesure pour le chef de l'État. Donc, il n'y a pas eu d'élection pour voter la nouvelle constitution, mais c'est juste le Parlement qui a validé la constitution. Ok, c'est bon. Quelqu'un d'autre? Oui, ben, lève-toi aussi, hein. Je vais parler plus fort, il va l'entendre. Ah, il y en a qui sont. Moi, ma question, c'est par rapport à la limite entre... Tu entends, Michel? J'entends. Ah, ok. Bon, vas-y. j'ai pas bien saisi la limite chronologique, du moins, entre le fils et le père. Vous avez évoqué à Alors, un certain moment le fils de Nassimbe, mais qu'est-ce qu'il le est? père, Donc, le père, vous m'écoutez, le père est arrivé au pouvoir à partir d'un coup d'État qui a eu lieu en 67 et il est resté au pouvoir pendant 38 ans. Il est décédé en 2005 et automatiquement les militaires ont propulsé le fils. Il y a eu donc des levées de boucliers et à la suite de ces levées de boucliers, donc des élections ont été organisées avec près de 1000 morts et cela a fini par donner le pouvoir au fils et les différentes négociations ont dit voilà, il n'y aura pas de mandat de plus de 2 ans, il n'y aura pas de mandat de plus de 2 mandats. Tous ceux qui viendront donc feront 2 mandats. Mais le fils en a fait 2 et il a brigué un troisième et puis un quatrième. C'est vers la fin du quatrième mandat où il ne peut plus se représenter que la nouvelle constitution a été proposée et votée notamment par le Parlement. Ok. Encore des. Ah, une deuxième. ok. Mais fort, hein. Oui, oui. Ma deuxième question, c'est par rapport au découpage que vous avez évoqué tout à l'heure entre, enfin,
au sein du corps électoral, vous avez dit que la loi n'autorisait pas la participation effective de tout le monde et qu'elle accordait des avantages aux milieux ruraux sur les milieux urbains. Je ne sais pas Oui. si j'ai bien saisi, mais j'aimerais savoir quelles sont les composantes sociales de ces deux circonscriptions géographiques. Évidemment, quand vous voyez dans nos différents pays, et l'essor de l'urbanisation se poursuit. Les villes, nous avons actuellement donc à peu près 49 à 50% donc d'urbanisation, de population urbaine. Les autres, c'est rural. Alors, la représentation au niveau donc du corps électoral est de plus en plus important au niveau des milieux ruraux. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au moment donc de faire la liste électorale, eh bien, on donne peu de temps en ville, alors que la population urbaine est importante, ce qui veut dire que beaucoup de gens se sont désintéressés des élections et au niveau des villes, et surtout la jeunesse, et ils ne participent pas aux élections. Donc, nous avons un corps électoral qui est moins sensible, alors que, vous savez, avec le système, l'héritage du système unique, à partie unique, les campagnes ont été privilégiées, on distribue ici et là donc de petits gadgets qui permettent au milieu rural, qui n'est pas toujours au fait de ce qui se passe au niveau politique, d'accéder, hein, d'être plus présent au niveau du corps électoral. Donc, le corps électoral urbain est très peu représenté, alors que dans les milieux ruraux, le pouvoir a une assise, une base très importante. Donc, le pouvoir RPT unir, donc l'ancien parti unique, a une base très importante, alors que dans la ville, il est contesté. Donc, les partis d'opposition n'ont pas toujours accès au niveau donc, des campagnes pour aller faire, pour faire campagne, en quelque sorte. Donc, ils sont plutôt exclus du système. Et jusqu'à une période récente, un parti d'opposition ne peut pas entrer à l'intérieur pour aller faire campagne. Il se limite à la ville de Lomé, qui est la capitale, et même là, il y a une loi qui interdit tout meeting. Donc, quand il y a organisation de meeting, le pouvoir intervient directement pour arrêter. Aujourd'hui, nous avons pas mal de gens, de prisonniers d'opinion. Bon, le 31 dernier, quelques-uns ont été libérés, mais disons qu'il y a encore beaucoup qui restent dans les geôles. Le propre petit frère donc, du chef de l'État est resté dans les geôles. Et officiellement, on dit qu'il est libéré, mais certaines opinions nous disent qu'il n'a pas été libéré parce qu'il a été condamné pour atteinte à la sûreté de l'État pour 20 ans. Il a fait 16 ans en prison et on pensait l'avoir libéré, mais là aussi, la question demeure. Est-ce qu'il est libéré ou pas? Et on n'a pas encore de confirmation. Toujours est-il qu'il y a une forte présence de l'armée et c'est l'armée qui a propulsé ou bien qui soutient le pouvoir en place. OK. C'est bon? Oui, alors, je souhaiterais que tu explicites un peu plus ce que ce que tu as dit tout à l'heure, le rôle de RFI et de Alain Foucault. Alors, est-ce que j'ai bien compris? J'ai cru comprendre que tu as dit que c'était eux qui sont presque arrivés avec cette idée qu'il fallait revoir la Constitution et mettre en place une nouvelle Constitution. Est-ce que j'ai bien compris ou c'est pas ça? Oui, effectivement, vous savez, Alain Foucault, en quittant le RFI, a créé une organisation qui est venue s'installer à Lomé. Et c'est dans la foulée qu'a été créée, évidemment, que la nouvelle constitution a été mise en place. Donc, non seulement les rumeurs, mais Alain Foucault et son association ont été accusés d'avoir proposé, comme des experts, cette forme d'organisation pour éviter les dépenses qui sont faites tous les 5 ans pour les élections présidentielles qui ne donnent rien. Donc, quelque part, RFI
et Alain Foka ont ont essayé donc de jouer sur l'opinion. Mais c'est surtout l'organisation donc de Alain Foka, je ignore encore son nom, c'est pas, vous vous rappelez de cette organisation qui est basée aujourd'hui à Lomé et qui parle au nord de l'Afrique, il parle du panafricanisme, mais un panafricanisme que je ne dirais pas de pacotille, mais un panafricanisme qui n'a rien de panafricaniste en fait. Donc, il y a quelque part des experts qui ont proposé, parce que là, la vraie question qui se pose, les élections présidentielles coûtent cher. Faut-il les organiser tous les 5 ans? Et quand on les organise, quelle est la part réelle que cela apporte au niveau donc du changement du pouvoir, au niveau des politiques publiques? Parce qu'on a l'impression qu'il y a élection, mais les élections ne changent rien et tout continue. Donc, est-ce qu'il faut continuer à dépenser? C'est dans ce sens que cette proposition qui a été faite d'éviter les élections présidentielles qui coûtent assez cher et de s'en tenir à des élections parlementaires et aux élections donc locales comme, au niveau des maires. Et c'est ça qui a changé, donc qui a pesé beaucoup dans la balance. Et le Togo est le champ d'expérimentation donc de cette nouvelle volonté de mettre fin aux élections présidentielles qui coûtent cher. OK. En fait, c'est l'argument majeur. Oui, alors pour peut-être que il y en a qui savent pas, hein, bon, mais je pense que les Africains ici savent hein, que Alain Foka, c'est un des journalistes, bon, quelque part, on pouvait dire presque progressiste, puisqu'il dénonçait les dérives hein, et de certains pouvoirs, hein, qu'on peut dire plus ou moins autoritaires et bah, qui avait quitté RFI avec fracas, mais je ne sais même plus sur pourquoi. Et donc, assez curieusement, c'est pour ça que j'ai voulu que tu précises, bah, là, on le trouve en train de travailler pour Fort, hein, qui a travaillé pour Fort. OK. Alors, donc, maintenant, on peut passer une discussion en confrontant ça par rapport à notre approche. Hein. Alors, bon, la première chose, c'est que euh, je, je m'excuse, puisque j'avais dit que j'allais faire circuler le texte un peu du programme aux uns aux autres pour qu'on puisse quelque part partager comment, un langage commun et qu'on puisse effectivement discuter de manière constructive. Alors ici, la première chose que je vois, hein, et par rapport au programme, hein, et là c'est pour que tu puisses expliciter aussi, hein, alors, on, j'ai du mal à cerner ce qui est vote ici et ce qui est élection. Parce qu'au bout du compte, euh, ce vers quoi on tend, et peut-être que c'était dans le programme d'Alain Foka ou des autres, c'est arrivé à l'idée que les élections coûtent cher et qu'il n'y ait plus d'élections. Bon, mais ça, c'est ce qui est dit. Mais comme il s'agit toujours de choisir la personne qui va présentifier la totalité politique, hein, alors à ce moment-là, on peut pas dire qu'il n'y a pas d'élection. Il y a quand même des procédures pour choisir celui qui va euh, présentifier la totalité politique. En l'occurrence, ici, d'après ce que tu dis, c'est peut-être plus celui qu'on dit président de la République. Ici, c'est plutôt président du Conseil. Hein. Donc, à ce moment-là, est-ce que on peut dire que l'élection a disparu ou on peut dire, peut-être, l'élection présidentielle, grosso modo, a disparu, mais bon. Mais est-ce que les procédures de sélection, par exemple, du président du Conseil, on peut les cerner en termes quand même d'élection? Le président du Conseil n'est pas élu, il n'est pas candidat, il n'est candidat à aucune élection.
celui qui est, il y a donc les élections parlementaires donc existent, les députés sont élus. Une partie donc une partie des membres du Sénat sont également élus, donc les 2 tiers. Mais le dernier tiers est nommé par le président du Conseil, qui lui-même n'est pas élu. Donc, il y a un problème à ce niveau. Quelqu'un qui choisit le tiers donc des sénateurs qui n'est pas lui-même élu, il a la prérogative donc de les choisir comme il veut. On a fait appel donc aux anciens barons du parti, on a fait appel à des gens qui ont joué un rôle quelconque et on a l'impression que ce sont des strapontins créés spécialement pour certaines personnes. Et d'ailleurs, le président du conseil, tout le président du conseil, après, quand il sort donc de fonction, est automatiquement, vita aeternam, membre du Sénat, ce qui les protège. Alors, il y a également la durée du mandat qui a changé. Les parlementaires, ce n'est plus 5 ans, mais c'est pour 6 ans. Les sénateurs également, ce qui fait que les périodes ont été rallongées. Et le président du conseil, il est là pour 6 ans. Mais le président de la République, au départ, c'était pour 6 ans, mais on l'a rapproché à 4 ans renouvelables une fois. Donc, il peut faire 8 ans. Mais ce président de la République est soi-disant élu par la Chambre donc, qui regroupe à la fois les parlementaires, les députés et les sénateurs. Ce qui veut dire que c'est une élection en Chambre qui est déjà préparée à l'avance et il n'y a pas évidemment donc de système où on a des candidatures, mais il est proposé par le président du conseil et élu, proposé et élu par ceux-là même que le président du conseil a choisi. Et ceux-là sont pour la plupart donc tous membres pratiquement donc du parti unique majoritaire. Et c'est le même parti majoritaire qui désigne, dont le chef est le président du conseil. Autrement dit, aujourd'hui, Faure Gnassingbé est président du conseil sans s'être présenté aux élections législatives pour être député avant d'être nommé et président du conseil. Donc, il n'a été présenté à aucune élection, mais il se prévaut donc de sa position de chef du parti majoritaire. C'est le chef du... Oui, mais qu'est-ce qui le désigne comme chef du parti majoritaire? Il n'y a pas eu de procédure quand même, ou est-ce qu'il a seulement dit « je suis chef du parti majoritaire » et ça suffit? Alors, le parti majoritaire, c'est quoi? Ce parti majoritaire, c'est l'ancien parti unique, au temps donc du père, qui s'est transformé en un autre parti. Donc, le RPT est devenu UNIR. Donc, on parle de UNIR RPT et son père fut le président fondateur. Il a remplacé son père comme président fondateur. Il le demeure après le congrès qui a été fait. Donc, il reste le président fondateur. Voilà comment il est président. Donc, au dernier congrès, il n'y a pas eu changement. Il demeure le président fondateur. Donc, autrement dit, au niveau du parti, leur congrès ne permet pas, évidemment, un changement. Nous sommes toujours dans un parti monolithique où le chef, c'est un chef charismatique qui est là. Depuis, donc, c'est la même famille qui occupe la tête de ce parti, puisque le père l'a fondé, le fils a pris la suite. Ok. Pietro a levé la main. Je passe d'abord la parole à Pietro. Oui, je voulais seulement faire une observation. Donc, il y a des pays qui, contrairement à la France, en Europe, adoptent ce même type de système électoral et étatique. L'Allemagne, l'Italie. À mon avis, ce qu'Ignace est en train de faire pourrait être imité largement en Afrique, en avenir. En fait,
la vision généraliste qu'on a à propos de ces deux systèmes-là, c'est que le système parlementaire, donc celui qui vient d'être adopté au Congo en quittant le système présidentiel, est un système où il y a moins d'importance de l'homme fort. C'est-à-dire que voilà, les gens vont voter pour un parti, pour un représentant au Parlement. Ce parti, à son intérieur, à travers un congrès ou n'importe quelle procédure, va nommer disons, la personne qui sera nommée Premier ministre si le parti sort majoritaire de l'élection parlementaire. Des fois, c'est le chef du parti, mais ça ne l'est pas obligatoirement. Ça peut être aussi quelqu'un d'autre que le parti désigne et qui n'est pas son chef, son secrétaire, etc. Moi, je pense que cette stratégie est innovante et que elle sera imitée parce qu'il y a plusieurs présidents ou dynasties qui s'approchent de la limite de mandat, même dans les pays qu'on observe. Et ce passage-là d'un système présidentiel à un système parlementaire peut être vraiment une manière d'escamoter une absence de transition, c'est-à-dire Gnassingbé reste l'homme fort du Togo. Bon, la situation politique parlementaire togolaise est que unir le parti de Gnassingbé, il occupe plus de 90% des sièges au Parlement, donc c'est de fait pratiquement un parti unique. C'est très intéressant de, à mon avis, faire un effort pour essayer d'adapter notre méthode à ce genre de situation. C'est-à-dire que là, on a quand même un homme qui incarne le pouvoir. Les Italiens, ils l'ont quand même. Hein. On a Meloni qui, voilà, si vous demandez à un Italien qui est en président, il ne va pas répondre le président de la République, que comme ça l'est devenu au Togo, est un titre purement, enfin presque purement honorifique qu'on attribue à une personnalité, etc. D'ailleurs, je vois qu'au Togo, c'est un ancien opposant qui a été nommé président de la République à un poste qui est probablement vidé de la plupart de ses pouvoirs effectifs. Et après, je m'interroge aussi, et ça c'est une question que je voulais poser à Michel pour conclure. Quel est le positionnement de cet homme qu'on a nommé président de la République? Il a une histoire d'opposition à la dynastie, la famille Gnassingbé, mais est-ce que comment il est vu par les Togolais aujourd'hui? Et est-ce que de quelque manière, à ton avis, Michel, il peut incarner ce rôle du représentant du peuple togolais, ou est-ce que c'est purement un fantoche? Oui, ben, merci. C'est là où le bas blesse, c'est que dans la situation qui est celle du Togo, on ne peut pas comparer le système parlementaire du Togo avec celui de l'Italie et même de l'Inde ou d'Allemagne. C'est un système concocté pour une famille. Et derrière ce qui se passe, on a l'impression aussi qu'il y a des non-dits liés à des liens familiaux et autres, parce que nous avons dans le gouvernement, dans le système, une dame ministre dont le nouveau président est le beau-père. Vous voyez, les questions de famille et autres, et qui font que il est là, il inaugure les chrysanthèmes, mais il n'a pas réellement de place. Or, un des éléments importants qu'on lui impose, quand tu es chef, le président de la République, on dit il incarne l'unité et il fait la représentation. Et dans les bureaux, les services, on doit pouvoir avoir l'effigie de cette personnalité qui incarne l'unité nationale, mais ce n'est pas le cas. C'est toujours donc le président du Conseil, ancien président de la République, qui est partout. Donc lui, il est là, il est d'ailleurs dans son domicile. Les deux palais d'un présidentiel sont toujours occupés par le président du Conseil. Alors, on ne voit pas réellement la mission
de ce chef de ce président de la République qui doit incarner l'unité nationale, doit incarner la représentativité. Ce qui fait la vraie critique que l'on peut faire au système. On a l'impression que tout est mis en place un peu pour un individu, et cet individu est soutenu réellement donc par l'armée qui reste présent dans toutes les institutions, et une justice à sa botte, et qui fait que, évidemment, on ne peut pas parler d'un système parlementaire ouvert permettant une possibilité donc d'alternance. C'est ça qui fait malheureusement le cas. Est-ce que c'est, je me suis rappelé donc de l'organisation de notre ami, comment ils appellent, Mansa. Hein? Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Mansa. Mansa, c'est des intellectuels africains autour de Alain Foucault, hein, qui se sont présentés comme des conseillers des chefs de l'État pour intervenir et donner des lignes pour une Afrique nouvelle. Mais malheureusement, l'expérience faite au Togo a été dénoncée. Et si on ramène ça encore un peu par rapport à l'évolution politique aujourd'hui, avec la dernière réunion sur le panafricanisme qui a été presque une forme de fiasco, puisque aucun chef d'État n'était arrivé à cette rencontre à Lomé. On a l'impression que le régime cherche à avoir une diplomatie tous azimuts pour imposer un système particulier. Et ce système particulier n'est pas forcément le régime parlementaire que l'on connaît dans le monde, en Angleterre ou en Italie ou ailleurs, mais c'est un régime parlementaire particulier fondé sur une volonté de maintien du pouvoir, une volonté d'écarter une certaine majorité et d'éviter toute possibilité d'alternance. C'est ça qui est malheureusement vu par les différents observateurs. Oui, bah, une question de la salle, oui, mais parle fort. Oui, moi, ma question, c'est par rapport à deux postes que je n'ai pas pu bien comprendre. La présidence, est-ce qu'elle est occupée ou alors elle se confond avec la présidence du Conseil? Est-ce qu'on parle du Conseil constitutionnel ou du Conseil d'État? Je n'ai pas compris la nuance entre les deux. Ce qui se passe, c'est que le président du Conseil est le chef du gouvernement. C'est lui qui nomme au poste administratif, au poste politique. Mais en même temps, il joue, sans l'avoir affirmé, le rôle du président de la République, mais alors que la présidente de la République est ailleurs. Et dans la pratique, les services, les bureaux qu'occupe le président de la République montrent qu'il y a quand même une volonté de l'écarter plus ou moins, d'en faire un symbole qui n'en est pas un, voyez-vous. Donc, il y a la présidente de la Marina, c'était l'ancienne présidence, puis il y a la présidente de Lomé 2. Tous les deux, si je veux parler donc des bureaux, sont toujours occupés par le président du Conseil. Dans l'entendement, si l'autre avait une représentativité, on doit pouvoir lui donner une place quelconque et que ça soit vraiment le symbole de l'unité nationale où il doit intervenir sur différentes questions. Mais on a l'impression que tous les pouvoirs sont concentrés dans les mains du président du Conseil et tous les honneurs, c'est toujours le président du Conseil. Et aux différentes rencontres, on le met toujours en exergue. D'ailleurs, tout est fait autour de lui au point que on se demande si réellement le président de la République a une vraie mission ou bien c'est d'abord tel qu'on l'a choisi, la personne choisie, 86 ans, il n'a pas un malade, on l'a envoyé pour le requinquer un peu en France, mais il est revenu, mais il est presque absent donc de l'échiquier. Ni la télévision, ni le... Il ne représente pas grand-chose, en fait. Donc, c'est un poste, je ne sais pas comment le qualifier, mais c'est un poste qui... Une forme de présidence fantoche qui n'existe pas. Donc, tous les pouvoirs, y compris d'honneur, sont gardés par
le président du Conseil. Tout se passe comme si on est toujours dans la République ancienne avec un président du Conseil qui joue les deux rôles, mais qui fait semblant d'avoir délégué une partie à un président de la République fantoche. Voilà. Alors, moi, bon, je reviens toujours sur mon obsession, qui est quand même sur les procédures de sélection et puis les dynamiques d'adhésion à l'ordre de la domination. Alors, ça ressemble beaucoup à, et tu l'as souligné, à ce qui se passait à l'époque des partis uniques. Alors, bon, mais ici, tu as un discours qui, au lieu de dire, voilà, c'est le retour du parti unique, on dit non, c'est le retour, c'est la mise en place du parlementarisme. Et alors, comme tu le soulignes bien, ce parlementarisme n'a rien à voir avec les parlementarismes tels que ça se passe ailleurs, hein. Et ici, donc, dans le parti unique, tu avais quoi? Alors, par exemple, au Congo-Brazza, qui était un pays, qu'on disait marxiste-léniniste, les choses étaient clairement dites, hein. On disait le parti dirige l'État. Ça veut dire que le président de la République est celui qui représente l'État et le président est le chef du parti est au-dessus du président de la République. Donc, Marien Gouabi, par exemple, et même après les autres, hein, en tant que chef du parti, ils étaient au-dessus de l'État. Et à un moment, ils se sont aperçus qu'il y avait tension. Et c'est pour ça que, bon, après, ils ont fait que le chef du parti devait obligatoirement être chef comment, chef d'État. De l'État. Mais même à ce moment-là, il y avait quand même aussi toute une procédure de sélection qui passait par des votes et par, donc, au bout du compte, on peut dire tout un système électoral, hein, qui faisait que il y avait un parlement, hein, et des gens qui venaient dans les institutions d'État, mais il y avait aussi des, des votes ou des élections au sein du parti, hein, donc des représentants des partis. Ceux-là allaient donc dans ce qu'on appelait le comité central, déjà, et du comité central, il y avait une petite frange qui sortait, qui était le bureau politique. Et c'était à la charge du bureau politique de nommer ou de voter celui qui va être le chef du parti et ipso facto qui va être le chef de l'État. Donc il y avait quand même des procédures, même si au bout du compte, on voyait toujours le même qui revenait, hein. Celui qui en a bénéficié, par exemple, c'est Sassou Nguesso, qui arrive en 79 et pendant donc 79, tous les 5 ans, on faisait ça. En 84, 89, Sassou Nguesso était toujours là. Mais même si on savait que Sassou Nguesso allait être renommé, revoté, il y avait toujours cette trouille au sein de la population qui disait toujours, ah, on ne sait jamais, hein, lors du fameux congrès du parti, en fait, les choses vont exploser. Régulièrement, on disait, Sassou Nguesso ne va pas être renommé et le pays va sombrer dans le chaos, hein. Donc, ça veut dire que même là où c'est vraiment très bien contrôlé, il y a toujours ces trouilles. Alors, je me dis, de ce que tu racontes par rapport à la situation actuelle, mais alors, et c'est là où Pietro disait tout à l'heure, et moi je trouve que le cas du Togo c'est très intéressant parce que ça nous oblige, quand on le confronte à notre programme, à voir un peu comment on peut repréciser les choses, tout ça. Et ici,
pendant qu'on parlait, je me suis dit, mais est-ce que on n'est pas dans une situation où le système électoral, où la compétition électorale est passée par une redéfinition simplement des règles du jeu, où on a fait que dans cette redéfinition des règles du jeu, on a fait un coup d'escamotage où on a dit, on a, on ne joue plus les règles telles qu'on faisait d'habitude, hein, mais on va quand même choisir, hein, ouais, Madoubé, moi, qui est toujours là, tout ça. Alors, quand la première fois on avait choisi le cas du Togo, ce qui nous intéressait, c'était cette intrigue des fils d'eux, hein, et fort comme fils de son père, hein, de Naxibé. Mais là, du coup, on se retrouve toujours quelque part avec ce fameux fils d'eux qui est toujours au pouvoir, hein. Alors, mais maintenant, il me semble que c'est toujours autour de lui que se cristallise euh, tout cet ordre politique. Et donc, à ce moment-là, il faudrait essayer de comprendre qu'est-ce qui fait au-delà de la peur. Bien entendu qu'il y a la peur, hein, mais il y a quand même peut-être des choses qu'on peut narrativiser, hein, et qui permettent de comprendre quand même qu'il y a consentement quelque part, hein, mais je ne dis pas populaire, hein, mais c'est pour essayer d'introduire nos notions, hein, qui a des formes formes de gouvernement social, comme on dit, hein, qui sont converties, hein, qui permettent peut-être, qui vont nous permettre de comprendre quand même comment les modes d'adhésion à ce président de conseil fonctionnent, même en étant opposé à lui, je veux dire, hein, même en étant opposé à lui, et surtout en étant opposé à lui, hein. Et voilà, hein, il me semble que c'est ça, et à ce moment-là, la, 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 ce qu'on disait ici tout à l'heure en termes de corps électoral, tel que j'avais commencé, et je me disais, tiens, cette histoire de Alain Foucault et des autres, hein, peut-être nous permet aussi de dire quelque chose autour du véritable, je mets des guillemets, véritable corps électoral là, hein, qui va contribuer donc à la sélection ou à la confirmation de euh, la présence de Faure comme étant président du Conseil et de ipso facto comme selon celui qui présentifie la totalité politique togolaise. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres réactions avant que Michel ne reprenne la parole? Bonjour. Oui, Joris, oui. Oui. Bonjour à tout le monde. Bonne année. Merci. Félicitations à Michel. Bon, le cas qu'il fait exposer est un cas intéressant parce qu'il nous permet de compléter la théorie narrative qui a été pensée sur les bases, et un peu comme tu es en train de le faire là, du retraitement des données empiriques à investir dans la théorie qui est mise en place, bien qu'elle ne soit pas totalement achevée. Mais bref, nous voyons très bien comment elle se structure et ses niveaux de pertinence. Donc, je pense comme tu as commencé de le faire, justement, partir d'un modèle de base général qui est déjà stable, bien sûr, même s'il faut l'améliorer, et intégrer ce cas de figure
comme un cas de figure normal ou logique que je dirais, entre guillemets, post-narratif. Parce que nous voyons quand même que nous discutons autour de la démocratie, donc de les élections et du vote, dans une conception théorique qui est quand même plus ou moins classique, et que le cas du Togo nous montre un point de rupture par rapport à ce classicisme-là. Mais ce point de rupture n'est pas une nouveauté en soi, mais la conséquence d'une, on va dire, réalité démocratique classique que nous avons décrite à travers les processus, à travers des concepts, à travers des schémas narratifs, etc., etc. Donc, ceci pour dire à la fin, in fine, que moi, dans ma position, j'aurais tendance à intégrer cela dans la démarche qui consistait à dire par rapport au temps tel que j'avais fait ma conférence auparavant, de dire il y a un temps d'avant, il y a un temps d'après, et dans le temps d'après, ce point de rupture redéfinit la démocratie à partir d'une expérience empirique propre qui nous donne justement à lire les nouvelles configurations de la totalité du pouvoir à partir d'une expérience démocratique classique telle que nous l'avons définie. C'est une nouveauté qui reste ouverte, qui ouvre de nouveaux possibles narratifs par rapport à l'existant tel que nous l'avons vu, par exemple au Gabon, par exemple au Congo, mais à partir des figures immanentes du pouvoir telles que nous avons établi dès le départ, parce que comme tu viens de le dire, le pouvoir est quand même l'office de... Voilà, je vais m'arrêter par là. Merci. Est-ce qu'il y a une autre réaction avant de rendre la parole? Ouais. Si possible, je voulais dire Oui. très rapidement 3 points sur lesquels j'ai eu des réflexions, des éclairages grâce à Michel aussi. Le premier, c'est en fait, juste pour vous remettre les choses un peu en perspective, au Togo, on a toujours donné une grande importance dans nos formulations d'intrigue à la force. Donc, le Togo est un pays où le pouvoir s'explicite couramment avec une présence militaire sur les territoires. L'armée est très importante. C'est un pays hautement militarisé. Euh, Là, j'ai une question que je voulais poser à Michel. À l'occasion des élections de 2020, qui ont été gagnées naturellement par Faure Gnassingbé, mais à l'époque desquelles il y avait quelques petits doutes, disons, sur la capacité de Faure de Faure et Yadema, excusez-moi, de, de, de suivre vraiment le parcours de son père qui avait une influence très très forte sur l'armée, qui était vraiment le chef de l'armée, Gnassingbé, personne ne le remis en doute. Alors que à l'époque de l'émergence de Faure, on s'interrogeait un peu, est-ce qu'il va arriver à vraiment coopter et rallier l'armée derrière lui? Je pense qu'il a dû réussir, mais je voulais quand même poser à Michel cette question-là et aussi essayer de nous dire, donc, si Michel peut arriver à nous dire dans quelle mesure ce succès de Faure dans la disons, reconstitution de l'ordre précédent qui faisait la une sous son père, dans quelle mesure cela a contribué, voire favorisé, voire rendu possible ce passage d'un système présidentiel à un système parlementaire.
alors, je ne connais pas la constitution togolaise, mais normalement, pour une chose comme ça, on se, on aurait l'impression qu'il y aurait besoin d'interroger la population sur est-ce que vous voulez garder un système présidentiel ou un système parlementaire. Ça fait longtemps qu'en Italie, on a le même débat, mais à l'opposé, en disant pourquoi est-ce que nous, on n'adopte pas le même système que les Français, les Américains, parce que là, ça fait des pays plus forts, les gens, voilà, l'homme fort, on a besoin de l'homme fort ou de la femme forte, etc. Meloni a relancé ce débat très récemment en Italie. Donc, est-ce que ce passage a été, est-ce qu'il y a un lien entre la capacité de Ford de rallier derrière lui l'armée et cette reformulation de la politique togolaise qui lui permet de rester au pouvoir pratiquement indéfiniment? Première question. Deuxième question, là c'est plutôt une observation, je voulais un peu me mettre dans dans, dans l'écho, si vous voulez, de ce qu'on a dit à propos du Zimbabwe. Parce que là, c'est aussi une situation où l'armée joue un rôle très, très important dans la vie politique. C'est aussi un pays hautement militarisé. Ils n'ont pas, ou pas encore, fait ce passage vers un système parlementaire. Il y a un président qui tient les choses au Zimbabwe. Mais c'était très intéressant d'écouter et j'ai traduit et regardé un peu les transcriptions de la séance qu'on a eue avec Knowledge, dans lesquelles il mettait l'accent sur comment il y a beaucoup de non-dits, de choses qui se passent au sein de l'establishment et que dans nous, la population n'est pas au courant des disputes internes, des histoires entre eux. Et donc là, à mon avis, il y a un parallèle intéressant et qui sait que cet exemple togolais ne soit pas suivi par d'autres pays qui sont caractérisés par une élite assez compacte, une armée puissante, etc. Donc, les questions sont celles de est-ce que la conversion de la force est réussie pour Fort et dans quelle mesure ça a facilité cette transition qu'on vient de vivre au Togo. Et l'autre chose concerne un peu la réaction et les points de vue de la population par rapport à cette transition vers le système parlementaire. Moi, je me souviens qu'au Togo, il y avait quand même beaucoup de tensions autour des élections présidentielles. Le pays était... enfin, on voyait beaucoup de présence de militaires dans la rue autour de ces moments électoraux. Je me souviens que Michel, qui était impliqué dans la vie politique du pays aussi, a vécu lui-même des situations presque de prise d'otage ou de forte limitation de la possibilité de se déplacer, etc., par l'armée togolaise. Donc, des situations où, autour de l'élection présidentielle, bon là, pardon, oui, oui. Donc, est-ce que ce passage pour les Togolais, est-ce que ce passage à un système parlementaire n'est pas aussi un peu facilité parce que là, on dit, bon, il y aura plus ce moment de tension qui sont les élections présidentielles, la vie politique va se dérouler plutôt dans le calme. C'est ça la question que je voulais poser à Michel. Voilà. Bien. Je peux reprendre la parole? Pour moi, oui. Allô? Je peux reprendre la parole? Oui, oui, tu peux reprendre la parole et tu concluras aussi parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Allez. D'accord. Disons que c'est un cas spécifique, le Togo. Nous assistons à un recyclage de personnel politique, mais qui est peu sensible parce que on retrouve également à la tête donc du Sénat des anciens ministres du père d'un certain âge qui sont là, une forme de gérontocratie que l'on ramène, qui sont toujours le garant du pouvoir ancien. Et on a l'impression que tout est encore en place. Et comme tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est comme le parti unique demeure. C'est un retour en force du parti unique qui ne dit pas son nom. Et toute velléité de vouloir s'opposer au parti unique est sévèrement punie. Toute volonté de faire une marche ou une activité quelconque politiquement, parce qu'il y a une loi sur les manifestations, pas de manifestation possible.
Ce qui veut dire qu'il n'est pas donné à l'opposition de s'exprimer. Nous sommes pratiquement retournés au système de parti unique. C'est ça qui se lie clairement à travers cela. Donc, les postes sont donnés compte tenu de ce que vous représentez pour le parti. Et ça, c'est clair. Et l'exemple togolais risque de faire tache d'huile en Afrique et ça permettra également aux soldats. Il m'arrive de vouloir comparer un peu ce qui se passe ici avec le mouvement des capitaines et autres dans le Sahel, mais fait par un civil qui s'appuie sur une force militaire qui recycle de temps en temps, où les chefs d'état-major sont remplacés et c'est leur docilité au système qui les maintient. Et ce système également permet d'enrichir l'officier qui est docile. Et ce qui veut dire que le pouvoir appartient aux officiers dociles qui sont manipulés jusqu'au jour où on les met à la retraite, on les sort. Quand on sent que bon, il veut avoir quelques velléités, on les met dehors. Donc, le parti unique n'est pas absent. Et la primauté du parti reste l'élément moteur. Quand on le voit même dans la gestion de l'administration, les concours à la fonction publique, tout cela, il faut du parti pour intégrer un poste, un minimum que ce soit. Donc, quand vous êtes de l'autre côté, vous n'avez pas la chance d'accéder. Donc, il y a une forme d'oligarchie qui se met en place, dirigée à la fois par une administration partisane et soutenue par une force politique. Et c'est ça, au fond, ce qui se passe. Donc, la longévité du système est fondée sur la force militaire et sur, je dirais, une forme de clanisation donc, du pouvoir. Le pouvoir est encore très clanique. Alors, comment sortir de cela? Moi, je n'ai pas la solution, mais il est clair que ce n'est plus un système démocratique. De façade, on dit c'est un système démocratique, mais quand on regarde de près comment on peut sanctionner les choses, à un moment donné, RFI a été sanctionné parce que RFI a ouvert donc, son antenne à des opposants pour dire des choses qui sont contraires à ce que l'on vit quotidiennement et par conséquent, ils sont sanctionnés. Donc, c'est un système qui met en place une diplomatie d'ailleurs très agissante pour montrer qu'ils sont là. Et quand on voit le président du conseil qui circule à gauche, à droite, qui va dans les grands lacs pour faire la paix, qui va ceci, alors que chez lui, la paix pose problème. Alors, on se demande quel est ce système, quelle est la caractéristique de ce système et que veut ce système. Et en même temps, le système cherche à être adoubé, non pas seulement de l'intérieur, mais également à l'extérieur, en posant un certain nombre d'actions susceptibles de lui donner une forme d'éclat. Et c'est ça qui fait que, bon, de l'extérieur, on voit un pays qui marche, mais à l'intérieur, il y a beaucoup de gens qui sont écrasés et qui cherchent à s'en sortir. Évidemment, là où c'est pas très clair, ce n'est plus réellement un problème ethnique. Certes, le pouvoir est fondé sur les populations du nord, de l'intérieur, mais la souffrance est partagée aujourd'hui à la fois du sud au nord. Et on crée parfois, je dirais, l'insécurité pour vous dire, attention, si vous ne faites pas ceci et cela, le pouvoir est là et cette insécurité profite au maintien de l'ordre pour permettre de mettre tout en silence. Et c'est ce qui se passait au temps du Père qui continue encore aujourd'hui. On a l'impression que rien n'a changé au fond. Le passage démocratique après les élections, les conférences nationales n'ont pas joué grand rôle. Tout le système demeure et ça fait un modèle classique de parti unique qui revient et qui est capable de marcher comme un rouleau compresseur sur tout ce qui semble s'opposer. Voilà un peu un système atypique qu'il faut regarder de près pour voir réellement quelle est la place donc de la démocratie, quelle est la place des élections, parce que quand on regarde de près, les élections n'ont plus de valeur, étant donné que la participation aux élections est maintenant très mince, on passe pratiquement 20-25% donc de participation, et encore, voilà, je ne sais pas quelle est la place aujourd'hui, le rôle des élections, mais on les fait, les
élections législatives, élections régionales et élections locales, mais quelle est effectivement leur place? Il y a beaucoup de prébendes qui sont distribuées pour pouvoir maintenir le pouvoir. C'est ainsi que le système est organisé. OK. Merci pour Merci. l'attention. Merci beaucoup, Michel. Et merci à vous tous. Et là, on arrive vers la fin. Il ne nous reste qu'1 minute et demie. Donc, merci. Et la semaine prochaine, c'est Pietro, c'est sûr? Ah, bon. OK. Bon. Ah, oui, je crois que c'est le Cameroun la semaine prochaine. Hein? Hein? C'est sur le Cameroun la semaine prochaine. Donc, merci. Hein. Donc, l'intérêt de ces séances, vous voyez, c'est d'essayer de les confronter euh, au programme qu'on met en place et de l'enrichir. Bon, allez, merci et bonne semaine. À bientôt. Alors, comment je fais ici pour... Merci à tous. Merci, Michel. À bientôt. Merci, Michel. Au revoir. Au revoir.